avec M. Lebrun et M. le député d'Aix-en-Provence, Christian Kert. Je ne doute pas que la conférence sera de très grande qualité. Cependant, les conférences, ce n'est pas tout. Il y a aussi les scénettes de rue en après-midi. Donc, je vous invite à consulter le programme. Cet après-midi, il y aura la déclaration des droits de l'homme, de l'audace et encore de l'audace. Donc, ces discours vont être restitués dans les rues d'Aix-en-Provence. Enfin, ce soir, et c'est là où on vous attend tous, il y a la grande soirée d'ouverture qui commencera avec une parade sur le cours Mirabeau et qui sera suivie après par une représentation de la Comédie Française. Donc on vous invite tous ce soir pour cette grande fête de l'éloquence et on espère que vous soyez nombreux. J'invite maintenant les conférenciers ainsi que les deux animateurs à commencer. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Et c'était donc Jérémy Cornu, le directeur général du festival. Bonjour à tous et merci d'être là à cette conférence inaugurale des Journées de l'éloquence. Alors pour cette conférence, nous avons l'honneur d'accueillir Christian Kert, député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône, et Jean Lebrun, notamment présentateur de la Marche de l'Histoire sur France Inter. Cette conférence ouvre la journée consacrée à Mirabeau, un symbole de notre ville d'Aix-en-Provence. Nous nous intéressons ce matin à Mirabeau l'homme, et aussi à Mirabeau la figure politique, et finalement à Mirabeau le symbole. Et bonjour Jean Lebrun, bonjour monsieur le député Kert. Merci d'être avec nous et je vous propose qu'on débute par une brève présentation. Alors, monsieur le député Christian Kert, vous êtes député de la 11e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale. Vous décrivez comme un passionné de la figure de Mirabeau, qui était d'ailleurs votre lointain prédécesseur aux États généraux. Jean Lebrun, vous êtes journaliste et écrivain, vous produisez notamment la Marche de l'Histoire sur France Inter. Vous avez remporté en 2014 le prix Goncourt pour Notre Chanel, ce qui n'a rien à voir avec notre sujet d'aujourd'hui. Mais votre dernier ouvrage en date, Les grands débats qui ont fait la France, nous parle justement de l'éloquence. Vous l'avez écrit avec Isidore Pisani-Ferry. Il nous parle donc de la place centrale que l'éloquence et le débat d'idées occupent dans notre pays. Et un dernier mot avant de vous laisser la parole. Cette conférence, elle doit être organisée en 3 moments, d'une trentaine de minutes chacun, et puis on consacrera un dernier moment pour un échange avec vous et pour que vous puissiez poser vos questions à M. Kert et M. Lebrun. Alors, nous attarderons évidemment sur l'engagement politique de Mirabeau, à mi-chemin entre Ancien Régime et Révolution, ce qui rend particulièrement intéressant à étudier. En fin de conférence, vous nous verrez, si vous souhaitez, votre vision de Mirabeau. Nous parlerons ensemble de la postérité du personnage. Et dans un premier moment, on reviendra ensemble sur la figure de Mirabeau, qui est un des personnages les plus controversés de cette période de la Révolution, et sur cette trajectoire personnelle qui est singulière et mouvementée. Alors Mirabeau, moins connu sous le nom plus long de Honoré Gabriel Riquetti, le comte de Mirabeau, a été représentant, comme nous savons, du tiers-État, nommé à Aix et à Marseille, après avoir été repoussé par la noblesse pour ce poste. Et la trajectoire personnelle de celui qu'on surnommait la torche de Provence est donc singulière. Ses mœurs et sa vie libertine, qui n'ont pas de lien avec son surnom, lui vaudront d'entrer dans l'histoire comme un personnage aux facettes multiples. Et c'est ce à quoi nous allons nous intéresser dans un premier temps. Et à ce propos, Jean Lebrun, est-ce qu'on peut dire que Mirabeau était un homme d'excès? Oui, c'est un homme d'excès. Moi, je vous propose qu'on commence par la fin. Vous savez, dans le film Citizen Kane d'Orson Welles, le vieillard qui est devenu Citizen Kane, on l'a connu jeune homme à 25 ans, à un moment précédent du film, murmure, prospère, il essaye d'expliquer le secret qui l'a mu tout au long de sa vie, qui dans le film est comme condensé. Alors on va commencer peut-être par la disparition dans un grand concours de peuple. Vous disiez tout à l'heure, Christian Kert, qu'à l'Assemblée nationale, on conservait le masque mortuaire de Mirabeau, dont Guy Barthou, un homme politique de l'entre-deux-guerres, disait « Quelle image radieuse de génie et de souveraineté, quel charme naît de ce sourire, quelle lumière émane de ses yeux clos ». C'était le moment où tous les excès de Mirabeau étaient pardonnés par un consensus populaire extraordinaire. Mirabeau avait connu la célébrité dès l'Ancien Régime. Sa célébrité, il l'avait transformée en popularité, et la popularité devenait une gloire, peut-être éphémère, dans ces lois du printemps 1791. Et il faut rappeler l'immense défilé qui va
réunir la Chaussée d'Antin, son dernier domicile, où le médecin publiait des bulletins de santé billetterie quotidiens pendant la maladie, où le malade avait fait ouvrir les fenêtres pour entendre le murmure du peuple qui attendait de ces nouvelles. Il faut imaginer, depuis le domicile, devenu domicile mortuaire, jusqu'au Panthéon, un immense cortège qu'on connaîtra après pour Voltaire. Voltaire, lui aussi, va être panthéonisé. Il y aura pour Voltaire des étapes musicales, des morceaux qui seront joués à chacun des moments où le cortège s'arrête. Je ne sais pas si ça a été le cas pour Mirabeau. Christian dira ça, c'est beaucoup plus compétent que moi en études de Mirabeau. Et les funérailles ont été apparemment unanimes. Mais alors, quand on lit le récit qu'on a fait plus tard, Michelet, on voit bien qu'en même temps, une dramatisation du moment, une électrisation du moment a lieu. C'est toutes sortes de dangers, menaces d'un peu partout. Il y a notamment la question du serment que les prêtres et les évêques doivent prêter à la constitution civile du clergé. La semaine d'après, ce sera la semaine sainte, le roi qui hésite devant la position à tenir sur la constitution civile du clergé sera empêché par la foule d'aller à Saint-Cloud, où il voulait faire ses Pâques. On sent que la Révolution est un tournant. Néanmoins, elle se célèbre en célébrant Mirabeau. Mais la Bourrasque, vous disiez son surnom, en Provence, un autre de ses surnoms, c'était le comte de la Bourrasque. La Bourrasque ne peut pas être enclose. Ce qui me fascine, moi, dans le destin de Mirabeau, c'est qu'il a été le premier panthéonisé et ensuite le premier dépanthéonisé. Et nous sommes à quelques jours, à quelques semaines de la panthéonisation de 3 femmes et de Pierre Brossolette, de 2 femmes et de 2 hommes, Jean Zay et Pierre Brossolette, dans l'ancienne église Sainte-Geneviève, dans l'Élysée visible de la République, et ça doit nous faire réfléchir. Autour de Mirabeau, l'opinion publique, qui était l'huile sainte de l'époque, avait décidé qu'il était un dieu, mais la postérité allait juger autrement, et la postérité, elle allait porter sa décision seulement 2 ans après. Vous allez, dans les journées de l'éloquence, lire dans un théâtre de fortune sur une des places d'Aix-en-Provence le texte que Marie-Joseph Chénier a écrit contre la mémoire de Mirabeau, après qu'on avait découvert dans l'armoire de fer aux Tuileries, au lendemain de la chute de la monarchie, la correspondance que Mirabeau avait eue avec le roi et avec la reine. Son ami Lamarck lui avait bien dit, mais il faut détruire toute trace de cette correspondance secrète. Et il avait répondu, mais alors, qu'est-ce qui restera comme signe, comme parcours de mon génie pendant la Révolution? Et lui ne voulait pas que ce fût détruit. Mais ça lui a coûté très cher, puisque ces restes ont été jetés à la voirie ou à la fosse commune. Il faudra bien Christian Kert pour essayer d'identifier leur parcours, et que sa notoriété s'en est trouvée quand même ébréchée. Alors j'emploie le mot notoriété, c'est un mot beaucoup trop faible pour Mirabeau. La chute de sa notoriété a provoqué néanmoins une certaine infortune historiographique. On se disait, avant de se retrouver sur la place, là, tout à l'heure, que les livres sur Mirabeau étaient moins nombreux que les livres sur Danton, que les livres sur Mirabeau étaient moins nombreux que les livres sur Robespierre. On aura l'occasion de parler des travaux de François Castana, qui a étudié la pensée politique de Mirabeau dans un instant. Mais il est sûr que ce n'est pas un des hommes qui ont été les plus étudiés parmi le personnel révolutionnaire. Alors peut-être parce qu'il a chu au moment que je décrivais, peut-être aussi parce que, c'est une autre hypothèse, il n'avait pas suffisamment d'adversaires à postérité pour Robespierre, et elle assurée par ses détracteurs. Peut-être aussi, c'est une des explications,
de son infortune historiographique, il a été un homme providentiel raté, un homme providentiel qui n'a pas été au bout de son parcours. Il y a eu Lafayette, n'a pas été non plus au bout de son parcours, avec qui travaille sur Lafayette aujourd'hui pas grand monde. Il y a eu Dumouriez, lui aussi a été accusé de traîtrise, qui travaille sur Dumouriez. Il y a eu Hoche, qui aurait pu être un homme providentiel, qui en plus avait le privilège de la beauté, de la jeunesse, de la bonté et de la générosité, mais sans doute n'avait-il pas les capacités intellectuelles que Mirabeau avait. Le seul homme providentiel que la Révolution ait nourri dans son sein et qui a réussi son parcours, c'est Bonaparte. Alors sur lui, on sait que les travaux, en revanche, sont innombrables. Alors moi, je ne déflore pas davantage les choses, je vous laisse la parole, Christian Kert. On commence comme ça par le dernier moment qui va ensuite éclairer notre réflexion. Merci Jean. C'est bien de commencer comme ça par la fin parce que ça me laisse un libre cours pour raconter la vie de Mirabeau. Alors bien sûr en 10 minutes il faut faire un condensé. Je crois qu'il est important. Alors remonter le temps c'est également intéressant parce qu'une fois qu'on a vu ce qu'a fait un personnage, c'est intéressant de vous dire comment ce personnage est devenu ce qu'il a été. Alors vous avez raison Jean. C'est pas l'homme sur lequel on a le plus écrit, mais c'est quelqu'un, par exemple, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, qui certes comporte 700 000 ouvrages, il y en a 300 qui sont des bouquins consacrés à Mirabeau, ce qui fait que quand même, ça montre un intérêt. Alors, il y a toutes les facettes de Mirabeau. Hein. Il y a l'écrivain, il y a le diplomate, le franc-maçon, le journaliste, l'homme politique, ça c'est pour la partie publique, et puis il y a le dévergondé. Il y a ici, Jean, à Aix, un ancien bâtonnier qui me dit « Christian, tu as tort de défendre Mirabeau, c'est un gredin, certes, de génie, mais c'est un gredin quand même. » Et dans son appellation gredin, il veut dire que c'est un traître à la cause. Bien. Alors, un mot sur sa naissance, parce que c'est quand même important. Il est le 5e enfant d'un personnage particulier qui s'appelle Victor Richetti, qui est donc un personnage un peu hors du commun, qu'on appelle l'ami des hommes, parce qu'il a pondu un livre qui fait référence à cette époque-là, qui s'appelait L'ami des hommes. Mais en réalité, pour un ami des hommes, il n'est pas l'ami de sa famille, puisque c'est lui, vous le savez, qui va faire jouer plusieurs fois les lettres de cachet contre son fils, qui, reconnaissons-le, parfois le méritait. La lettre de cachet, c'est une lettre du roi qui permet de vous incarcérer et les arguments sont souvent très faibles. Sachez que Victor Richetti, donc père de notre Mirabeau à nous, il a fait jouer 58 fois pour les membres de sa famille des lettres de cachet. 58 fois. Dans le cas de Honoré, c'est vrai qu'il y avait quelques justifications, je vous en parlerai. C'était un homme autoritaire, ce Richetti, et il était partagé entre une épouse qu'il n'aimait plus tellement et une maîtresse qu'il a conservée pendant 30 ans. Et comme il vivait beaucoup avec la maîtresse, au début de son enfance et de sa jeunesse, Mirabeau a été élevé plutôt par la maîtresse qui le détestait, et il dira lui-même « Je n'ai pas la chance d'avoir été aimé ». Il y a une très belle lettre à la bibliothèque de l'Assemblée où il fait un peu son parcours et où il dit « Je n'ai pas la chance, enfant, d'avoir été aimé ». Alors, lorsqu'il est né, ce personnage, il n'a pas immédiatement beaucoup de chance parce qu'il a un pied tordu, 2 grandes dents et une tête énorme qui font qu'on pense qu'il est hydrocéphale. Et lorsqu'il est né et que la nourrice l'apporte à son père, elle lui dit, en lui présentant l'enfant, ne vous effrayez pas. C'est pour dire que ça va être un long chemin à remonter. Mirabeau sera toujours un homme laid, mais c'est un homme de conquête. Il aura, vous le savez, Jean, parmi les plus belles femmes de son temps, il les aura comme maîtresse. Il en sera souvent très amoureux. C'est un dévergondé, mais qui sait aimer, et ça marquera un peu son existence. Il fera comme son père, il y aura un passage dans l'armée, et dans l'armée, pour être tout à fait franc, on peut dire que ce sont plutôt ses conquêtes féminines
que les conquêtes militaires qui feront sa réputation. On dit qu'il mène une excellente guerre en dentelle et une piètre conquête militaire. Lorsque il quitte le service militaire, il se trouve sans argent, sans métier réel. Alors il a une idée de génie, c'est chercher une femme avec une dot. Et il va faire porter son choix sur Mademoiselle de Marignane, qui est normalement très bien dotée, le seigneur de Marignane, dont l'immeuble est aujourd'hui celui de la mairie de Marignane, immeuble superbe. Mais il se trouve que Mademoiselle de Marignane est déjà promise au comte de la Valette, qui est le contraire de Mirabeau. Il est beau, il est riche, il a bonne réputation. Néanmoins, grâce à son talent, probablement et pas grâce à sa beauté, Mirabeau l'emportera et il peut se marier avec Mademoiselle de Marignane, dont il se séparera en 1783, et on parlera peut-être de ce procès, parce que c'est là probablement que Mirabeau déclenche le processus de l'éloquence. Deux procès, en réalité, celui de Pontarlier, où il y a des problèmes avec un haut magistrat de la région parce qu'il a séduit sa fille. Il commence son talent oratoire, et talent oratoire qui va exploser au vu et au sou de tout le monde au moment du divorce. Mais nous en sommes au mariage. Dès qu'il est marié, il ne réalise pas qu'il n'a pas trop d'argent, qu'il a plutôt des dettes. La famille de Marignane se révèle un peu plus pingre que prévu, et il n'y a pas de dot. Et donc, ils partent s'installer à Mirabeau. Il fait tellement de dettes que son père l'expatrie à Manosque. À Manosque, il s'arrange pour se battre avec un noble. Et tout ça se passe extrêmement mal. Il est obligé de s'expatrier. Il part du côté de Pontarlier. C'est là qu'il fait la connaissance de Sophie de Ruffet, qui est une jeune femme superbe, qui a 17 ans, alors que son mari, qui est premier président de la Cour des comptes, le marquis de Monnier, lui a 65 ans. Voilà, 17 ans, 65 ans. Lorsqu'ils se connaissent, Sophie a 21 ans et on aurait Gabriel, elle en a 26. Et ça ne sera pas seulement une liaison, c'est un grand amour. Un écrivain que vous connaissez, Jean-Harold de Colbert, a dit « c'est l'étreinte de deux âmes ». Et je trouve que c'est très beau. Bon, il aura des difficultés, il est accusé d'abus de confiance dans le cadre de la publication de son essai, dont on reparlera, essai sur le despotisme, dans lequel on va pouvoir trouver le fondement de la pensée politique de Mirabeau. Un essai dans lequel il dénonce l'arbitraire du pouvoir royal. Il dit notamment « Le despotisme n'est pas une forme de gouvernement. S'il en était ainsi, ce serait un brigandage criminel et contre lequel tous les hommes doivent se liguer. » Après avoir séduit Sophie, après avoir eu des ennuis avec la justice et après avoir fait quelques années au fort de Vincennes, il sort en décembre 1780. Nous ne sommes qu'à 9 ans du Mirabeau, du serment, du jeu de paume, et l'homme a alors 31 ans. Il est sans travail, sans argent, sans autre solution que de retourner vivre avec son père, avec lequel il y aura une sorte de détestation pendant toute leur vie. L'affaire avec Sophie se termine très mal par le suicide de celle-ci, et d'ailleurs on sent l'attachement de Mirabeau, puisque c'est le 9 septembre 1789, vous voyez un peu dans quel climat, que Sophie, qui a été mise dans un couvent, se suicide, et à ce moment-là, Mirabeau est au fait de sa gloire, il est en séance à l'Assemblée constituante, quand on lui apprend le décès de Sophie, alors qu'il ne l'a plus vue depuis des années. Il quittera immédiatement la salle de réunion en larmes et on ne le reverra pas de quelques semaines. C'est là que va surgir la phase du divorce. Mirabeau revient à Aix en Provence et il veut obtenir une séparation d'avec Émilie ou revenir vivre avec Émilie. Il ne veut plus rester dans la même situation et il va avoir contre lui,
comme avocat d'Émilie de Marignane, il va avoir Portalis, le célèbre Portalis ici, donc de l'amphithéâtre, porte le nom dans notre faculté. Bien entendu, tous les magistrats sont favorables à la famille de Marignane, qui tient la fille qui s'est bien remise de sa séparation d'avec Mirabeau, tient des fêtes fastueuses au château du Delaunay, et Mirabeau va devoir lutter contre des magistrats qui appartiennent à cette caste de noblesse provençale. Il va avoir le procès va durer des semaines et des semaines. On fait plusieurs plaidoiries. Dans l'une des plaidoiries, Mirabeau va être tellement dur avec Portalis que Portalis va s'en évanouir. Néanmoins, si Mirabeau obtient justice en première instance, en appel, les magistrats de la noblesse provençale lui donnera tort et on retrouve, on a comme image l'amitié, l'alliance des nobles va payer et Mirabeau va se retrouver à 34 ans, il a tout perdu, son procès, sa femme, fortune à venir. Avec Christian IV, on fait co-conférence, vous permettez? Bien sûr, les animateurs. Je peux, à cette étape, la décisive de 1782, faire 2-3 remarques sur et la famille et l'enfermement. Oui. Parce que c'est à ce moment-là, en 1782, quand il voit les parlementaires, en principe partisans des libertés, ligués contre lui, que sa réflexion sur la noblesse arrive à la maturité. Parce que Mirabeau, c'est l'anti-Greuze, vous vous souvenez du tableau de Greuze où on voit le père bénir les enfants. Il a une expérience d'une famille monstrueuse, qui le considère comme le monstre, et lui, il la regarde comme monstrueuse. L'anti-Greuze, l'ami des hommes, qui est en fait un grand inquisiteur, la mère avec qui il est très souvent fâché. Il y a aussi des expériences de folie dans la famille. Il y a une grand-mère qui est morte démente, et la sœur aînée, Marie, dominicaine, qui va finir folle elle aussi, après la libération des ordres, des vœux des ordres religieux, elle sera jetée sur le parvis de Paris, et elle sera une dévote de Robespierre, ce qui, aux yeux de certains, est quand même un signe de folie. Alors, la famille est monstrueuse, et je pense que, à la lumière des conflits qu'il a eus avec elle, il s'est quand même interrogé sur la question de la valeur de la noblesse. Pourquoi cette famille, marquée par l'injustice, la violence et la folie, est-elle révérée car noble? Et il en vient à se dire qu'il y a sans doute, puisqu'il y a une tricherie à l'arrivée, la même tricherie à l'origine des valeurs nobiliaires. N'y a-t-il pas surtout la vénalité, la fausseté, le mensonge? Et c'est ce qui explique la situation bloquée dans laquelle on se trouve à la fin de l'Ancien Régime. C'est lui qui aurait inventé l'expression « la société est une cascade de mépris », chacun regardant l'autre de surplomb. Et c'est pas seulement une cascade de mépris, c'est partout des murs de glace qui empêchent la montée des nouveaux talents. Et il faut espérer un dégel, une Rasputitsa, pour qu'enfin on puisse passer. Et puis, avant de vous laisser peut-être répondre sur ces points et puis reprendre le fil de la vie de Mirabeau, je trouve quand même que vous n'insistez pas assez, Christian Kert, sur l'enseignement de l'enfermement. Et il a été au château d'If en 1774, sur l'ordre de son cher papa, l'ami des hommes, le grand inquisiteur. Quand il va du côté de Pontarlier, c'est au château de Joux, au fort de Joux. Alors je sais bien que le gouverneur militaire du fort de Joux est séduit et complaisant, séduit par Mirabeau, comme souvent c'est Joliet, et complaisant, et qu'il a un logement à Pontarlier. Et moi je me souviens avoir fait l'émission un petit matin au fort de Joux, c'était en l'honneur de Toussaint Louverture, qui allait y mourir une génération plus tard, et il y avait des Haïtiens que j'avais invités à venir participer à l'émission, et ils étaient pétrifiés de froid. Ils
mis des épaisseurs de papier journal entre le par-dessus et la chemise pour se protéger du gel. Et puis, le donjon de Vincennes, où il est, c'est pas non plus une partie de plaisir. Les lettres de cachet dont vous avez rappelé la justice, elles sont indéfinies dans leur durée. Et c'est ça qui est peut-être le pire dans l'enfermement, c'est l'impossibilité de calculer le moment où il se terminera. Et ça l'amène à une réflexion sur la monarchie, l'arbitraire de la monarchie, parallèle à la réflexion que l'observation de sa méchante famille lui fait faire sur l'aristocratie. Et puis sur le rapport avec les femmes. C'est très étrange, parce que quand on lit sa correspondance depuis le château de Vincennes, qui a été édité aussitôt après sa mort par un indiscret qui a pensé que c'était un people déjà, Mirabeau, et qu'il fallait qu'on connaisse tous les détails de sa vie, on le voit à la fois dire à Sophie de Monnier, le mariage, c'est une institution sociale, ça sert à justifier la procréation. Quand dans ton cas, avec ce pardon de 70 ans maintenant, c'est pas possible, à la limite, tu peux lui procurer les charges de ta conversation, mais tu n'as pas d'autres obligations. Donc le mariage, il en fait une critique sévère, et puis dans le procès d'Aix de 1782 que vous évoquez, face à Portalis qui tombe dans les pommes, il dit le mariage est indissoluble et je dois revenir dans mes droits. On va voir, je pense, en écoutant la suite de votre biographie, toujours l'immense talent de Mirabeau, être capable de mener ses auditeurs dans les directions les plus contradictoires. Et de séduire un auditoire, parce que dans une des séances de l'Assemblée constituante, il a 1000 parlementaires contre lui. Il prend la parole. Il parle pendant 1h30. Et ici, dans une petite salle comme ça, nous avons besoin d'un micro. Là, les micros n'existent pas. Au bout d'1h30 de sa plaidoirie, non seulement il a conquis l'auditoire, mais l'auditoire le porte sur les épaules en triomphe. Il faut donc un talent tout à fait extraordinaire. Sur deux de vos réflexions. Oui, c'est probablement à partir de là qu'il conduit sa réflexion sur la noblesse, et je crois que ça va être le moment déterminant, c'est le moment où il veut se présenter aux États généraux. Et où il pense que soit sa famille, soit les nobles provençaux vont l'aider à acquérir un fief, etc. Et là, il se rend compte qu'il tape aux portes et qu'il n'y a aucune réponse. Et là, je crois qu'on va se construire ce qu'on va appeler le républicanisme classique de Mirabeau, dont on reparlera. On est trop long, qu'est-ce qu'on a? Non, vous êtes dans les temps, mais vous aviez peut-être l'être. C'est parfait. L'auditoire est bienveillant, c'est pas comme un conséquent, vous savez. Justement, Donc, je vais essayer de conduire juste. On en vient à la naissance de son engagement politique. Voilà. C'est sur les années à l'engagement politique. Ce que je crois qu'on peut retenir de la montée en puissance tout au long de la vie de Mirabeau, c'est ce premier acte quand il devient député d'Aix-en-Provence. Il a la chance, Jean, de pouvoir se présenter dans 2 circonscriptions, une à Aix, une à Marseille. Il gagne les 2. Et il est le premier élu des 4 circonscriptions d'Aix-en-Provence. C'est plus difficile à gagner à Marseille qu'à Aix. Et il va choisir, il va choisir celle d'Aix-en-Provence, tout en ayant un mot extrêmement gentil pour les Marseillais. Et donc, il n'est pas élu de la noblesse, puisque la noblesse n'a pas voulu de lui, il est élu par le tiers-état, lui, le noble provençal. Et là, probablement, il y a un déclic qui fait qu'à partir de cet instant, quand il va monter à la tribune de l'Assemblée, c'est pas le même Mirabeau que je vous ai conté, c'est un autre Mirabeau qui est en train de construire sa pensée politique. Je crois qu'il faut qu'on soit bien conscient, je crois que tout à l'heure Jean l'a dit, à un moment, Mirabeau, c'est l'homme le plus important politiquement de France. Et il passe en 2 ou 3 occasions tout près de devenir ministre. L'occasion qui lui aurait été donnée de devenir Premier ministre, il la perd. C'est une espèce de clin d'œil tragique de l'histoire, mais il y a plein de tragédies dans la vie de Mirabeau. Il perd cette occasion parce que son père meurt. Il est obligé de quitter Paris, il va aux obsèques de son père, qu'il a déshérité d'ailleurs, il ne l'apprend qu'après. Et là,
pendant ces 2 ou 3 semaines où Mirabeau est obligé d'être dans la propriété familiale, il se joue, à un moment de l'histoire de France, on va reconduire l'équerre, et là peut-être Mirabeau a laissé passer une chance extraordinaire. Il deviendra président de l'Assemblée nationale, il est la grande voix autorisée. On a retenu, bien entendu, la séance du 23 juin 1789, où il n'a d'ailleurs pas tout à fait formulé la célèbre emphase « Nous sommes ici par la volonté du peuple et ne sortirons que par la force des baïonnettes ». En réalité, il n'a pas prononcé la volonté du peuple. Ça a été arrangé par son atelier qui a demandé à l'Assemblée constituante de l'inclure dans le compte rendu du lendemain. Mais la phrase est superbe de toute façon, et elle dit bien ce qu'elle veut dire. C'est peut-être la première phrase républicaine qui a été délivrée avant le 14 juillet 1789. C'est la grande voix. Et puis surtout, c'est la première fois où Mirabeau va apparaître, ce 23 juin 1789, il va apparaître comme ce personnage essentiel qui s'est en réalité substitué au président de l'Assemblée nationale, Bailly, et qui a pris autorité. Alors, quelqu'un, peut-être d'entre vous, m'a demandé par mail pourquoi on parle des baïonnettes. Bon, c'est très simple. C'est parce que le roi, qui avait bien compris qu'il allait y avoir un problème entre les 3 ordres, avait fait entourer la salle de réunion des États généraux par des hommes à l'arme. Et Mirabeau en avait été averti, et il s'est vendu il n'y a pas trop longtemps à New York le document que lui avait fait passer un de ses amis, qui lui avait fait passer en séance pour l'avertir que des hommes en armes avaient ceinturé la salle. Et donc Mirabeau a dit « Nous sommes ici par la volonté du peuple, et en réalité, ce n'est pas les baïonnettes de nos hommes en armes qui nous feront peur. » Est-ce que Mirabeau a ainsi dédramatisé la situation? Est-ce qu'il a empêché que le roi envoie les baïonnettes? On n'est pas du tout persuadé que le roi avait envie d'envoyer les baïonnettes. Mais la phrase demeure et la phrase est tout à fait superbe. Et pour vous députés, c'est très important parce qu'on passe du pouvoir incarné par un homme, le roi, au pouvoir incarné par une assemblée, au pouvoir presque impersonnel, même si la personnalité de Mirabeau s'affirme très fortement ce jour-là, d'un groupe de représentants du peuple. Et si on veut continuer à faire image, comme vous le faites, Christian Kert, le marquis de Dreux-Brézé, qui est chassé, c'est le représentant du protocole, de la vieille tradition du pouvoir royal et de la représentation classique de sa hiérarchie, le marquis de Dreux-Brézé aurait, devant la force de baryton de Mirabeau, serait sorti en reculant, comme il sort de la chambre du roi, comme s'il avait senti qu'un autre pouvoir, alternatif, s'incarnait. Et puis, bon, on est dans le légendaire, peut-être, je ne sais pas, le roi avait plus d'un tour dans son sac et son entourage aussi. À un moment, le comte d'Artois, le futur Charles X, a loué le jeu de paume pour empêcher la suite des travaux parlementaires. Donc le roi ou son entourage ont commandé des travaux très bruyants dans la salle voisine à des ouvriers. Et, légendaire peut-être, les ouvriers auraient vu les députés au travail, actifs, exemplaires, comme mercredi à la séance de question parlementaire à laquelle vous allez veiller, et les ouvriers seraient restés les bras ballants, déposant les outils et écoutant les représentants du peuple. Écoutez, les temps ont changé parce que les ouvriers aujourd'hui ne s'arrêtent pas de bosser quand ils sont pouvoir, car ça nous arrive de travailler. Je termine par une image forte dans cette histoire de Mirabeau et après on débattra. C'est le moment où Mirabeau voit les dérives possibles de la Révolution. Il cherche à alerter le roi et la reine qui ne le reçoivent pas et il essaie l'entremise de Lamarque dont vous parliez, qui est vraiment l'un des derniers amis restants de Mirabeau à ce moment-là, parmi les fidèles des fidèles. Lamarque ne parvient que tardivement à obtenir un rendez-vous avec la reine. Ça se passe à 5 coups. Ça va durer, semble-t-il, 1h10. Personne ne saura jamais ce qui s'est dit, car Mirabeau avait interdit un compte rendu et la reine y est allée tellement en entraînant les pieds qu'elle n'a pas voulu en rendre compte.
C'est peut-être un tournant de l'histoire. Si Mirabeau était parvenu à convaincre la reine, on aurait peut-être pu éviter les dérives, les drames de la Révolution française. Il n'y est pas parvenu. Ce sera, il le dira à Cabanis dans une très belle lettre, ce sera l'un de ses grands regrets. Il termine sa phrase en disant « L'occasion m'a été donnée pendant 1 heure de sauver la France, je n'y suis pas parvenu ». C'est probablement le grand rendez-vous manqué de Mirabeau. C'est l'un des mystères de Mirabeau. Je dirais que l'autre mystère de Mirabeau, c'est comment cet homme, forcément laid, et j'en ai eu le témoignage en voyant le masque mortuaire à l'Assemblée nationale, c'est un homme fort, mais c'est un homme laid. Comment cet homme pouvait-il séduire toutes les femmes qu'il souhaitait séduire, et séduire même ses collègues par centaines? Bon, c'est l'un des mystères de Mirabeau, pas des moindres, et c'est intéressant. On est là aussi un peu entre l'histoire et la légende, mais c'est ce qui fait la force de l'image de Mirabeau aujourd'hui, outre ces idées dont nous allons, je crois, comprendre le débat maintenant. Exactement. Je vous propose donc qu'on en revienne peut-être aux origines de son engagement politique, et à quel moment Mirabeau se politise-t-il? Alors, on entend avec l'essai sur le despotisme. Est-ce que ça date d'avant? Est-ce qu'il est déjà politisé avant d'écrire ses essais? Et à quel moment vraiment il entre dans la vie politique? Peut-être, Jean-Laurent. C'est l'expérience du malheur, je pense. Il est vrai qu'il est né dans un milieu nobiliaire qui se voulait. Le père avait créé la secte des physiocrates, comme disait son fils, réformateur. Mais en même temps, il n'était pas du tout séduit par la discipline, les obligations que son père imposait à ses disciples. Son père était plus un modernisateur de l'économie, proche des physiocrates, qu'un réformateur politique. On a vu, je crois, sur sa terre de Mirabeau, à un moment rare d'union du père et du fils, le fils délégué par le père pour venir remettre de l'ordre dans le fief et chez les paysans qui ne payaient pas les taxes comme il convenait, et le fils était extrêmement raide. Alors, il y a l'essai sur le despotisme, dont il dira, quand il essaiera de le reprendre, qu'il avait été écrit de manière désordonnée et qu'il était mal rangé. Et ça, on est à l'époque de l'enfermement, mais je crois qu'à l'époque de la libération, après Vincennes, dans la période des années 1780, qu'il y a eu l'expérience de l'Angleterre. Il a passé 1 an en Angleterre en 1784-1785, il était au milieu de tout un ensemble d'exilés qui étaient des folliculaires, des pamphlétaires, des gens que Robert Darnton, l'historien, a très bien peint dans une demi-pénombre, une obscurité grandissante, pas loin de l'escroquerie, payée par la France peut-être, payée par l'Angleterre sans doute, écrivant en se donnant aux plus offrants. Mais il y avait ce milieu de folliculaires qui était très excité, très politisé, mais prêt à passer d'un bord à l'autre en fonction de l'intérêt du moment. Et il a eu, c'était je pense plus riche, l'expérience du débat parlementaire. J'imagine qu'il a assisté à certains débats parlementaires à la Chambre des communes, c'était le temps de William Pitt, d'autres grands orateurs. Il y a appris un certain nombre de secrets de l'éloquence et puis un certain nombre de ressorts du débat. Et l'Angleterre est à un moment assez difficile. Il y a eu des émeutes à Londres peu de temps auparavant. L'Irlande est toujours sur le grill, prête à exploser. Et il faut voir que la Révolution française, c'est une révolution fille, dans une représentation traditionnelle à laquelle n'adhère certainement pas Christian Kert, celle qu'on voit si bien symbolisée autrefois sur le rideau du Bolchoï à Moscou. 3 dates, 1789, 1871 la Commune, 1917 les révolutions russes. Mais non, la Révolution française n'est pas seulement la mère de ces grandes dates du XIXe siècle prolongées, elle est la fille d'abord de la Révolution anglaise du milieu du XVIIe siècle et la fille de la Révolution américaine. L'Angleterre continuera de fleurir pour l'instruction du monde. Ça, je pense que ça a été un ressort important pour Mirabeau. J'ai voulu vous poser une question au sujet du fait que Mirabeau a rendu
représentait le tiers état et pas la noblesse dont il était issu. Alors, déjà, pourquoi et quelles conséquences ça a eu sur son engagement politique? Pourquoi? Parce que vous chargez le père, Christian Kert, il a déshérité. Mais enfin, le père, il a accepté de se faire représenter par le fils et lui a donné les droits qui étaient inhérents à ses fiefs. Et c'est le père avec lequel, à un moment, s'est réconcilié Mirabeau, avant de s'apercevoir qu'il était déshérité, qui lui a laissé la voie ouverte pour représenter Aix-en-Provence et la noblesse d'Aix-en-Provence. Et après, il a fait le choix d'être entre les deux, entre le tiers et la noblesse, et filant d'ailleurs symboliquement entre la noblesse et le tiers au moment de la présentation des candidats. C'est subtil, hein, les relations avec le père dans les dernières années. Il y avait un autre Mirabeau Tonneau, le frère cadet, était extrêmement réactionnaire, et le père soutenait l'aîné, il soutenait le monstre, celui qu'il aurait voulu envoyer dans les colonies à Muscade de Hollande, qu'il aurait voulu voir finir de bagnard outre-Atlantique, et il disait à Mirabeau Tonneau, ça c'est extraordinaire comme phrase, quand on est lui, on parle. Quand on a un frère comme lui, on l'écoute, et quand on n'est que vous, eh ben on se tait, disait-il au cadet. Il se tait quand même, dans la comparaison des deux. C'était le plus intelligent des deux. Il a beaucoup d'humilité parce qu'il dit, dans une famille normale, je passerai presque pour un génie, dans cette famille-ci, je passe pour un sot. C'est-à-dire combien il s'alignait derrière son frère. Oui, pourquoi il n'est pas avec la noblesse? Tout simplement parce que la noblesse ne fait pas un geste vers lui. C'est son côté dévergondé, c'est sa mésalliance avec les Marignanes, c'est tout ça, son endettement, ces enfermements successifs qui font que la noblesse ne se reconnaît pas dans Mirabeau, et que petit à petit, Mirabeau a compris qu'il se rapprochait du peuple et qu'il était compris par le peuple. D'ailleurs, dans les dernières plaidoiries du procès, on indique que son ton a changé et qu'il ne cherche plus à convaincre les magistrats, dont il a compris qu'il n'avait rien à attendre, mais il veut convaincre le public, qui est fait des braves gens qui seront un jour ses électeurs. Il a compris qu'auprès du peuple, il allait avoir une écoute, une attention. Et donc, c'est là, probablement, que se joue la lente mutation de Mirabeau. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est un révolutionnaire, on le sait, mais il a aussi entretenu un rapport ambigu avec le roi. On sait qu'il y avait des lettres dans l'armoire de fer de Louis XVI qui ont été retrouvées. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'opportunisme? C'est un homme engagé avec un engagement qui peut être considéré comme ambigu? Non, c'est une vraie réflexion. Alors là, il faut qu'on arrive au cœur de notre débat. C'est une vraie réflexion sur ce que Michel Debré appellerait le parlementarisme raisonné. C'est une vraie réflexion sur l'équilibre du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Alors on a laissé, vous décriviez au jeu de paume, représentant le corps législatif et disant aux affidés du roi, vous ne nous ferez pas sortir sauf par la force. Ensuite, il va expliquer que le législatif ne doit pas exercer tyrannie, lui non plus. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, le pouvoir de la guerre, de la déclaration de guerre, il y a un grand discours de Mirabeau sur le sujet, vous n'avez pas laissé à 600 personnes, on ne sait jamais combien ils sont, les membres de la Constituante, ça flotte, il y en a beaucoup qui émigrent, certains sont retournés, émigrés de l'intérieur sur leur terre. Alors, on ne va pas laisser à 600 personnes, c'est le chiffre qu'il donne à ce moment-là, en 1790, au moment de ce débat, dans l'excitation, l'hystérisation, le droit de décider seul du pouvoir de déclarer la guerre. Le pouvoir de déclarer la guerre et ensuite le pouvoir de déclarer la paix doit être partagé. Et de même, dans la discussion sur le veto, un peu plus tôt, le veto du roi, quand une décision est prise par l'Assemblée, est-ce que le roi peut exercer son veto total, définitif ou suspensif? Il défend l'idée du veto suspensif, cherchant, comme souvent, l'accommodement
achoppement, compromis, ralliement de la plus grande possibilité, du plus grand nombre possible de députés autour de ce point de vue. Ce qui fait que, je ne sais pas si c'est le point de vue de députés de la Ve République, il y a un certain nombre de traits de la Ve République, telle qu'elle a été voulue en 58, malgré la modification de 62 reste un système parlementaire raisonné qu'on retrouve dès l'origine dans la pensée de Mirabeau. Oui, tout à fait, là on peut tout à fait se retrouver. Bon, je crois qu'il y a une ambiguïté, évidemment, face à l'histoire, c'est que Mirabeau, qui siège avec le tiers-État, on sent bien qu'il veut sauver quelque chose de la monarchie. Et lorsqu'on fait dire qu'il veut aller vers une monarchie constitutionnelle, peut-être que son passage en Angleterre l'a inspiré. Il s'inspire également, bien sûr, de Montesquieu, qui ne parlait pas d'ailleurs à l'origine, Montesquieu, de la séparation des pouvoirs, mais de la répartition des pouvoirs. Et effectivement, Mirabeau, quelque part, il est un peu pour la répartition des pouvoirs. Alors, il ne veut pas qu'on abandonne les pouvoirs du roi, mais il ne veut pas que ce soit exclusif. Il est contre le despotisme, et donc il veut que ce soit équilibré, répartir, équilibré. Mais en revanche, il tient à conserver les acquis de la Révolution. Il ne veut pas le retour aux lettres de cachet, à la féodalité, aux privilèges. On a tombé les privilèges au mois d'août. Il ne veut pas ce retour-là. Mais il est pris dans une sorte d'ambiguïté, et probablement cette ambiguïté, ça va être tout le jeu de cette correspondance. Alors, on a évoqué la correspondance. Jean, je crois que vous serez d'accord pour penser que c'est un vrai travail d'atelier qu'il a fourni. Il a certes été payé, mais il a fourni un vrai travail d'atelier, car on travaillait en atelier. Mirabeau était entouré de 5 ou 6 personnes, dont Cabanis et d'autres, qui ont travaillé pour lui. Et d'ailleurs, parfois il y a un peu des excès. Cabanis lui ayant proposé 4 discours, on en a, je crois, un peu parlé. Il y a un discours sur l'éducation des femmes, dont j'ai des difficultés à penser que Mirabeau aurait pu le prononcer en l'état. Si on vous le lit, mesdames, vous allez frémir. Féminisme, s'abstenir. Donc il a fait travailler un atelier. Et parce que certains des détracteurs ont dit il s'est fait payer, on a payé ses dettes et il n'a rien fait. Non, il y a au moins 7 correspondances différentes qui témoignent d'un vrai travail de réflexion. Et sans cesse, Mirabeau alerte le roi en disant si vous ne cédez pas un peu, si vous ne répartissez pas, le mot est utilisé dans l'une des correspondances, je crois, celle de mai, si vous ne cédez pas, on ne tiendra pas la révolution, on ne la tiendra pas. Et je crois que c'est ça toute l'ambiguïté de Mirabeau, c'est sauver le roi, et le vote favorable du veto en témoigne, et néanmoins faire la marche en avant de la République, d'un républicanisme classique, et c'est là où il n'y parviendra pas. Je dirais peut-être que, par malchance, Mirabeau meurt trop tôt. Oui, alors ça on va pouvoir en discuter, mais le roi ne sait reconnaître les vertus de Mirabeau comme payant. Alors évidemment, il est vénal, Mirabeau, mais il aurait certainement préféré jouer un rôle politique à ciel ouvert, et en effet faire partie du gouvernement. Mais il y a un moment où, très subtilement, l'Assemblée, qui commence à se méfier de Mirabeau, déclare qu'au nom de la séparation du législatif et de l'exécutif, aucun membre de l'Assemblée ne peut être ministre, en différence avec ce que nous connaissons dans le système français ensuite. Il ne s'agit pas seulement de protéger les dérives de la Révolution, il s'agit en effet que le roi règne sur la Révolution. Et il y a un grand moment qui est connu, mais peut-être pas suffisamment, qui n'a peut-être pas été plus fécond que le 11 janvier 2015 ne le sera peut-être, c'est la fête de la Fédération. Donc, un peu partout en France, des fédérations sont organisées dans les semaines qui précèdent le 14 juillet 1790, à Aix, dans l'Ouest, dans le Nord, de partout surgissent des fédérations qui ensuite sont conviées à l'immense cérémonie sur le Champ de Mars, dont le terrain a été aménagé par des travaux civiques communs auxquels ont participé des hommes
et des femmes, des gens de la noblesse, des gens du tiers état, des dames propriétaires et des servantes. Et une immense cérémonie, à la fois militaire et religieuse, se déploie, et là sous un ciel un petit peu hostile, avec une messe concélébrée par une centaine de prêtres, à la tête desquels l'ambigu évêque d'Autun qui s'appelle Talleyrand Périgord. Et cette mise en scène convenait parfaitement à Mirabeau. Elle avait été organisée par lui et par d'autres, à la fois pour réunir les différentes catégories du peuple, c'est le schéma que je vous décrivais à l'instant, mais pour écrire le récit, comme on dirait aujourd'hui, de l'alliance du roi et de la nation, un peu comme quand François Hollande prend la tête de la manifestation du 11 janvier 2015. Mais Nixon n'a pas l'intelligence de François Hollande et il ne va pas saisir la perche qui lui est tenue par ce grand rassemblement populaire. Il va lui faire une tête d'enterrement, comme devant un monument aux morts. Il n'a pas compris que Mirabeau et ses amis lui désignaient l'alternative possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus de régner avec une aristocratie qui, au fond, était historiquement l'ennemi du roi, mais il s'agissait de régner avec une classe moyenne, dirait-on aujourd'hui, qui ne voyait que des avantages à l'alliance royale. C'était ça la grande idée de Mirabeau. Il fallait en convaincre le roi qui ne savait que plier, et il fallait en convaincre la reine qui tournait à tous les vents. Pourquoi Mirabeau n'a-t-il pas réussi à les convaincre? À quel moment il a échoué finalement dans ce travail? Il n'a pas réussi à les convaincre parce que comment voulez-vous que ces souverains changent de socle? C'est comme si une statue devait descendre de son socle de pierre. Ils avaient été élevés l'un et l'autre, le premier à la cour de France, la deuxième à la cour d'Autriche, dans un climat qui justifiait l'absolutisme. À la cour d'Autriche, ça pouvait être le despotisme éclairé, mais dans un cas comme dans un autre, on n'était absolument pas dans le climat psychologique que sentait Mirabeau et que le roi et la reine étaient incapables de comprendre. Jamais nous ne comprendrons. Il y a une fois Mirabeau disparu, son ami Barnave, qui est un de ses grands interlocuteurs à l'Assemblée, qui va jouer le même jeu que Mirabeau. Et Barnave, c'est quand même la pureté, l'intégrité, c'est pas du tout un monstre de vénalité comme Mirabeau, mais il va adopter la même tactique que Mirabeau, pensant que c'était une issue possible. Après la mort de Mirabeau, peu de mois après, c'est la fuite de Varennes. Et dans le convoi funèbre de la monarchie, dans la berline qui ramène les souverains depuis Varennes jusqu'à la capitale muette et hostile, on a mis un député, c'est Barnave. Et Barnave, il va se retrouver dans l'enceinte de cette berline pendant 2 jours. Et il va réfléchir, comme Mirabeau avait réfléchi l'année d'avant, et il va se dire, j'ai une certaine intimité avec la famille royale, je vais leur dire, sauvons-nous, nous, avec ce que nous croyons, vous, avec ce que vous représentez. Et Barnave va faire comme Mirabeau, une correspondance secrète avec Marie-Antoinette, avec des codes, et les mêmes idées derrière les codes, et il échouera lui aussi. Cette reine mettait beaucoup d'obstination, a changé sans cesse d'avis, et elle avait un rôle politique qu'elle s'était arrogé à cause de la nonchalance de son époux, mais elle ne comprenait absolument pas l'époque. Et puis, Jean, il faut ajouter que Mirabeau s'était fait beaucoup d'ennemis. Talleyrand était contre lui, Necker était contre lui, et pendant des mois, Necker surtout était parvenu à faire en sorte qu'il n'y ait aucun contact direct entre Mirabeau et le groupe royal. Et ça, en termes d'agenda, ça a beaucoup joué,
il est trop tard probablement lorsqu'il y a la rencontre de Saint-Loup au 3 juillet 1790, c'est déjà très tard. Et donc, oui, il a échoué, mais il avait vraiment des vents contraires. Lorsque vous évoquez cette dualité entre le roi et Mirabeau, je crois que Mirabeau a pris une longueur d'avance sur le roi en termes de médias et de compréhension de ce qu'est la société. Mirabeau, il a tout de suite compris, c'est un homme de médias, Mirabeau. Il a créé son journal, qu'on va lui interdire. Et il va transformer ça, Mme Perrin, vous qui connaissez ça, en une lettre à ses électeurs, de façon à pouvoir continuer à écrire. Et de tout temps, dès qu'il est engagé, il a le sens de l'image, il veille à sa notoriété, et demain à sa célébrité, ce que le roi n'a pas compris. Et quand Mirabeau propose effectivement quelques actes forts, le roi passe à côté parce que le roi, il n'est pas du tout dans cette stratégie-là. Ça, c'est très important ce que vous dites de la célébrité. Je crois qu'il faut vraiment y revenir parce qu'il est élu ici grâce à l'autopromotion, pas seulement parce que son père lui laisse le passage, pas seulement parce qu'il fait le lien entre la noblesse libérale qu'il représente et le tiers-état dont il va être élu. Il y a un bouquin qui vient de paraître d'Antoine Lilti sur la célébrité et qui soutient, à tort ou à raison, que la célébrité est née au XVIIIe siècle. Que, si vous voulez, auparavant, Fénelon a une réputation, Fontenelle de l'Académie française a une réputation, que Buffon a une réputation, mais qu'à partir de Voltaire, et peut-être plus encore de Jean-Jacques Rousseau, la célébrité l'emporte sur la réputation. De Voltaire, on sait tout sur sa vie quotidienne infernale grâce à un système de gravure issu des peintures de Hubert, de Rousseau, de ses enfants abandonnés, pipolisation du personnage, on sait tout, à tel point que Rousseau meurt peut-être écrasé par cette célébrité. Alors, Mirabeau, lui, il joue le jeu de la célébrité sans aucun scrupule. Sa maison est pleine, il y a l'atelier qui sert pas seulement à faire de la réforme constitutionnelle et à écrire des discours, mais j'espère aussi de la promotion. Sa vie privée, il la livre au public. Il y a chez lui quand même, alors ça c'est quelque chose d'extrêmement moderne, une transparence privée publique tout à fait étonnante. Il joue sur sa monstruosité, il joue sur son libertinage, il joue sur sa vie passée, il ne les dissimule aucunement. C'est-à-dire que dans une discussion sur le veto royal, je crois que c'est dans la discussion sur le veto royal, il peut dire à un moment, bon, il cherche à retourner l'auditoire. Eh bien oui, c'est vrai, j'ai une mauvaise réputation. Ça, je ne vais pas le nier. J'ai eu une jeunesse avec ceci, j'ai eu un âge mûr avec cela. C'est la transparence poussée à son extrême. Et c'est d'ailleurs ça qui est quand même séduisant, parce que c'est un grand homme politique. On pourrait dire il est malhonnête et ça obère son passé. Ben non, c'est pas du tout comme M. Cahuzac, qui est un grand ministre du budget, dont on ne disconviendrait pas, mais qui dit à l'Assemblée, je suis propre. Moi, je suis vêtu de l'incendie. Et bien, lui, Mirabeau, il est excellent dans la vie politique et il ne ment pas. C'est un modèle à donner aux autres malhonnêtes. Allez jusqu'au bout. L'un des premiers peut-être à avoir parlé de l'image, c'est peut-être Machiavel quand même. Quand Machiavel dit « Le prince n'est pas tenu d'être admirable, mais il doit se donner les moyens de l'apparaître », c'est peut-être là qu'on commence à s'interroger sur l'image du prince, enfin, ce qui veut dire des politiques. Sur Mirabeau, oui, vous avez tout à fait raison, il assume Mirabeau, hein, c'est vrai, il assume. Et il joue un peu de son côté dévergondé. D'ailleurs, la plupart des femmes rencontrées au cours de sa vie,
il les associe aux actes politiques. Elles deviennent des maîtresses tout à fait apparentes, alors qu'il sait très bien que sa réputation un peu désastreuse s'est construite à partir de ça et de ses dettes. Et jamais il n'arrangera, il aura toujours des maîtresses et il continuera vitam aeternam à avoir des dettes. Et c'est d'ailleurs pour combler ces dettes qu'il acceptera d'être payé, qu'il sollicitera probablement d'être payé par le roi, ce qui sera quelque part la dernière tragédie connue de Mirabeau, se faire mettre hors du Panthéon 2 ans après y être rentré. Et vous conviendrez que la munificence affichée, c'est mieux que la richesse dissimulée. Tout à fait. Quand son ami Chamfort a 5000 livres de rente, il dit « Je suis obligé de me retirer à la campagne pour y mener une vie propre et discrète ». Et Mirabeau, qui a 3000 livres de rente, ouvre un hôtel particulier à Paris à Milan. Alors messieurs, il nous reste une vingtaine de minutes, je propose qu'on passe au dernier volet de la conférence, c'est-à-dire la postérité du personnage, l'imaginaire de Mirabeau, ce qu'il a laissé, et aussi ce que Mirabeau représente pour vous, votre relation personnelle, bien plus distante avec Mirabeau. On a pour une petite vingtaine de minutes à vous passer un échange avec vous. L'histoire par le temps. L'image de Mirabeau. Oui. Alors, un homme politique, quand Jacques Lang était maire de Blois, il adorait François Ier et Léonard de Vinci. moi j'adore Mirabeau, Mais mais aussi sincèrement que Lang, Léonard de Vinci. on a tous les deux oublié de dire que le dévergondé qu'il était avait un peu, s'était laissé aller à écrire des contes licencieux, puisqu'il a écrit, dans la foulée d'un marquis de Sade, mais avec un peu plus de retenue, il a écrit 4 livres tout à fait licencieux. C'est dire qu'il n'hésitait pas à assumer. Alors, ma relation avec Mirabeau. Bon, d'abord, Mirabeau, il est député d'Aix-en-Provence. Bon, donc, et je suis député d'Aix-en-Provence. Donc ça crée quand même un lien. Et quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, bon, vous dites quand même, mon prédécesseur, comment était-il vu? Alors, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, Mirabeau, certains d'entre vous sont venus me rencontrer à l'Assemblée, il est en splendeur, puisqu'il est dans le célèbre bronze de Dalou, dans le hall d'honneur de l'Assemblée nationale, un bronze de 3,8 tonnes qui représente la séance du 23 juin 1789 avec Dreux-Brézé, dont nous avons oublié de dire tout à l'heure que Dreux-Brézé commençait mal son acte de diplomatie, puisqu'il est resté couvert. Il a gardé son chapeau, alors que nul à l'intérieur de la salle de séance n'était couvert. Il a gardé son chapeau par une forme de mépris qui lui a tout de suite valu, vous en doutez, la sympathie ce jour-là, 1000 parlementaires. Comme le roi Charles Ier d'Angleterre, quand à son procès devant les communes, tout à fait, il est venu coiffé. Alors, Mirabeau à l'Assemblée nationale, c'est son masque mortuaire, c'est deux statues, c'est 300 ouvrages. Bon, et puis c'est étonnant parce que, où que j'aille dans le monde, lorsque on me demande d'où je suis député, et que je dis je suis député d'Aix-en-Provence, on me dit la ville de Mirabeau et de Cézanne. Et donc, il est peut-être plus aimé encore à l'extérieur, ou plus connu à l'extérieur qu'il ne l'est peut-être en France. Je ne parle pas d'Aix-en-Provence dont il est le fils, mais en France. Bon. Mon attachement vient de ce côté un peu tragique de la vie de Mirabeau. Mirabeau, il meurt jeune, à 42 ans, et je crois qu'au téléphone, on se disait quand même cette période 1789, c'est extraordinaire. On ne dirait pas qu'il y a 365 jours, on dirait qu'il y en a 1000. Tout ce qui s'est passé en 1789 et tout ce qu'un homme peut accomplir dans une année comme celle-ci, sans les moyens d'aujourd'hui, sans le micro, sans les ordinateurs, sans l'avion, sans la voiture, etc., c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, alors je ne me souviens plus à qui il s'adresse dans une correspondance, Mirabeau, il dit « J'ai le sentiment d'avoir vécu 1000 ans dans le lancement de cette révolution. » Et c'est vrai qu'il se passe des choses extraordinaires. Et moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est qu'avec un physique extrêmement ingrat, même si le père n'a pas été le barrage absolu à sa carrière, avec un démarrage dans l'existence qui est extrêmement difficile, quelqu'un qui écrit lorsqu'il a une trentaine d'années « Je n'ai jamais été aimé enfant », ça a quelque chose de tragique. Et bien, dans la tragédie de cette existence, je trouve fascinant
la réussite de cet homme. Alors, il n'a pas réussi en tout, mais il est devenu à un moment l'homme le plus important de la vie politique française. Il est quand même celui qui tente de sauver le roi, il est celui qui aurait peut-être pu, s'il n'était pas mort prématurément, qui aurait peut-être pu arrêter l'enchaînement tragique de 1792. Et donc, je pense que ça en fait un personnage tout à fait à part, un peu inclassable. Quand on préparait la conférence en parlant, on disait qu'on l'a catalogué républicain classique, constitutionnaliste, monarchiste, et puis on l'a placé à un moment parmi les libéraux. On a dit qu'il était dans le courant libéral d'Adam Smith, de John Locke, etc. Je crois que c'est difficile d'affirmer ça. Mais c'est vrai que, quelque part, son ouverture d'esprit, je dirais, sur le monde économique libéré, son ouverture politique, bien entendu, quelque part, sa vision d'une France apaisée, équilibrée, et dont on veut assurer le développement, ce qui n'était plus à la fin au crépuscule de cette monarchie, je crois que ça en fait ce personnage si particulier qui peut devenir attachant. Bon, et puis un homme qui aime autant la vie, autant les femmes, bon, il a quand même quelque chose de sympathique, extrêmement latin. Et lorsque je fais des conférences de cette nature, j'essaie de faire mieux aimer ce personnage qu'il est, parce que je crois au fond de moi qu'il le mérite. Comme tout parlementaire, j'ai 5 ou 6 personnages clés que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le temps de la Renaissance. J'aime beaucoup ce qui s'est passé du temps de Machiavel, Savonarola, tout ça. Je trouve que c'est un moment extrêmement important pour nous toutes et nous tous, pas seulement pour Florence, Rome, Venise. C'est pour nous toutes et nous tous. Mais là, ce qui s'est passé avec Mirabeau, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors, souvent, je regrette qu'on réduise Mirabeau à « nous sommes ici par la volonté du peuple ». Il y a beaucoup plus que ça. Il y a cette intention, la volonté du peuple, oui. Car le peuple est éternel, dit-il. C'est beau ça, car le peuple est éternel. Pour un député, c'est une très belle phrase. Les privilèges tombent, mais le peuple est éternel. On ne le dit plus assez, ça. Et pourtant, on le pense. Enfin, je le pense et j'imagine qu'ici, dans cette enceinte, on le pense tous. Voilà. C'est pour ça que j'ai une vision peut-être un peu idéalisée, j'ai une vision dramatisée de la vie de Mirabeau, et si un jour vous vous lancez dans une biographie, vous verrez ce que je veux dire, parce que ses amours sont tumultueuses, il l'aime, il sait aimer, il écrit d'amour, et puis à côté de ça, il passe pour un salaud, parce qu'à certains moments de sa vie, il est un salaud. Et je pense qu'il faut le réhabiliter par rapport à l'histoire des correspondances trouvées dans l'armoire de fer. Et quand tout à l'heure, Jean, en plaisantant, disait qu'il fallait peut-être retrouver Mirabeau, pour conclure, oui, je pense qu'il faudrait retrouver les restes de Mirabeau qui ont été jetés dans la fosse commune du cimetière Sainte-Catherine, et à partir de là, on a perdu la trace. Je me demande si on a vraiment cherché la trace. Et vous savez que, enfin vous savez, ou vous ne l'aviez pas vu, qu'il s'était constitué à un moment un comité pour faire rentrer à nouveau Mirabeau au Panthéon, en disant il le méritait à ce moment-là, on a fait justice de cette histoire des correspondances, il devrait y retourner. Bon, enfin, il faudrait pouvoir les chercher quelque part pour les permettre de le faire revenir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je suis tout à fait favorable à l'entrée le 27 mai prochain de 4 grands résistants au Panthéon, mais peut-être qu'il y a encore une petite place pour Mirabeau. C'est ce que je souhaiterais qu'on lui promette. Et Christian Kert ne dit pas en privé les restes de Mirabeau, il dit les mânes de Mirabeau, comme si on avait célébré un culte autour des mânes en famille. Alors, là, je voulais vous demander justement par rapport à cette panthéonisation en 1994 de Convention, avant à ce rôle ambigu après sa mort. Ce statut ambigu entre héros de la Révolution et il est considéré comme un vendu, comme un traître. Alors, quelle place, depuis, Mirabeau dans l'histoire de France, surtout dans le récit national français, dans les livres fondateurs de la République, quelle place pour Mirabeau, quel rôle? Trop modéré pour avoir une place de premier plan. Parce que vous parliez de cette vitesse extraordinaire à laquelle s'accomplissent les choses pendant la Révolution. C'est l'histoire des hommes que nous recommençons
Même les cadavres qui touchent à la Révolution retrouvent la vie, disait-il, avec la conviction et l'emphase qui pouvait le caractériser au fil l'époque de régénération. Alors, ceux qui tiennent ce langage-là, ils ont souvent une place, la meilleure, dans le récit national, comme vous dites, qui est toujours à la recherche de grands héros. Mais Mirabeau, ce n'était pas seulement ça. C'était en même temps que la régénération et la modération. C'était pas un utopiste. C'est-à-dire que c'était un homme qui arrivait en 1789-90 avec une ardoise personnelle, ineffaçable, et qui savait qu'on ne pouvait pas dissimuler ce passé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'hésitait pas à le surexposer. Il était quand même assez intelligent pour savoir qu'on n'allait pas transformer un ancien régime fait de bouts de guingois, de privilèges, de liberté au pluriel, les bretonnes, les provençales, comme ça en une organisation géométrique qui correspondrait à une abstraction. Alors on sait le débat sur les départements qui est resté justement dans le récit national. Il n'était pas partisan du découpage géométrique de la France, il n'était pas non plus partisan, comme on y avait pensé un moment, qu'on dise Bouches-du-Rhône, non, 33, 1, 24, 20, 33, il disait que ce n'était pas comme ça qu'on allait reconstruire la France. C'était un homme de modération, et j'allais dire, c'était un homme de composition française. Je reprends le vocabulaire qui est celui de Mona Ozouf, qui avec François Furet a quand même fait à Mirabeau une place importante, parce qu'ils sentaient l'un et l'autre qu'on l'avait trop négligé, parce que, homme de la régénération, il voulait composer avec l'ancien. Quand Mona Ozouf parle de composition française, ça veut dire qu'on reconnaît que le temps passé peut déborder sur le présent et que dans le temps passé, il y a des choses qu'on ne peut pas jeter par-dessus bord. Parce que la France, comme l'histoire de toutes les nations en général, se compose grâce à la puissance d'une accélération, mais en tenant compte des latences, et des latences qui vont demeurer. Français, vous êtes les conquérants de votre liberté, soyez-en maintenant les conservateurs par votre modération. Il disait ça avec conviction, pas du tout de manière languissante. Et c'est pour ça que dans le récit national, il n'a pas la place de l'homme providentiel Bonaparte, qui à mon sens a laissé le pays dans une situation à bien des égards catastrophique. Il n'a pas la place de Robespierre, il n'a pas la place de tous les grands révolutionnaires qui, eux, n'ont pas fait de révolution, comme Jaurès. Il a une place mineure, au fond, qu'on pourrait comparer à celle de Jules Ferry. Jules Ferry, il a construit le socle des libertés qui sont devenues tellement évidentes maintenant, la liberté d'association, la liberté d'élire ses conseils municipaux, la liberté de la presse, l'école laïque, mais Jules Ferry ne fait pas l'objet d'un culte, parce que c'est un homme de la composition, un homme qui a l'intelligence de faire s'emboîter le passé et le présent. Pardon, mais la question qu'on pourrait se poser, un jour je parlais de Mirabeau avec Max Gallo, qui me disait, moi, il n'y a qu'une question que je me pose à l'égard de Mirabeau, c'est s'il avait vécu 10 ans de plus, aurait-il eu une légende tout autre? Et serait-il entré dans le panthéon de la Révolution au même titre que Robespierre et Danton? Alors pour cela, il aurait fallu vraiment qu'il parvienne à convaincre la reine et le roi, et il aurait fallu que s'installe un républicanisme classique, une monarchie constitutionnelle. Est-ce que ça lui aurait permis, Jean, on peut s'interroger, de devenir le grand homme? Est-ce qu'il aurait eu une chance supplémentaire? Moi, j'en doute un peu. Oui, ben moi aussi, j'en doute, parce que je pense au contraire qu'il est mort au meilleur moment pour lui, c'est-à-dire 2 mois avant que la question du serment à la Constitution civile du
clergé ne devienne explosive, et 2 mois avant la fuite de Varenne, qui démentissait toutes ces espérances. Je voudrais, peut-être parce que je crois qu'on a laissé la parole à la salle, Dans 5 minutes. je voudrais faire cette citation. Unité et liberté. Nous sommes là pour fabriquer une nation unie. Mais cette nation unie ne va pas être une nation uniforme, parce que la fabrique de l'uniformité, la vie oppose tout le temps la sécession des différences. Donc, comment faire pour qu'une société composée de petites sociétés privées, qui chacune ont des principes particuliers, inspirent à leurs membres des sentiments et des préjugés à part, comment faire pour que les petites sociétés ne s'écartent pas les unes des autres? Le grand emploi et le noble emploi du gouvernement consiste à faire en sorte que chacune de ces divisions tourne au profit de la grande société. Ça, je trouve que c'est une très belle citation de Mirabeau qui s'applique parfaitement à la situation présente. Il y a peut-être une phase de Mirabeau qu'on n'a pas évoquée, c'est son rapport à Dieu, son rapport à la religion, et à cette période de laïcité où on peut un peu s'interroger. Bon, il est méfiant, Mirabeau, à l'égard de la religion, mais il est prudent. Il n'y a pas d'écrit qui laisse penser qu'il soit un opposant. Et on est quand même dans une période où tout ça interpelle. Le droit divin du roi. Est-ce que le roi est vraiment tient son droit de la divinité? Bon, on s'interroge sur ces questions-là. Et bon, Mirabeau, il n'y a pas un livre de Mirabeau qui soit consacré à la religion. Et alors j'ai parlé à l'Assemblée nationale avec un spécialiste, un administrateur spécialiste de Mirabeau, qui me disait, moi j'ai le sentiment qu'il se cachait de croire. Oui, alors moi je suis pas convaincu, parce que je crois qu'il ne croyait pas. Ah oui, comment voulez-vous qu'il croie? On ne se représente pas ce qu'était la noblesse au XVIIIe siècle. On a l'image de la noblesse réparatrice du XIXe siècle, qui construit des chapelles dans ces châteaux. On est dans une ancienne chapelle ici, non? Mais cette noblesse qui construit des chapelles dans ces châteaux, qui va donner ses enfants à la France en 1418, après avoir adhéré souvent à l'Action française, elle est redevenue catholique, au moins officiellement, par réaction contre la noblesse du XVIIIe siècle. La noblesse du XVIIIe siècle, dans une très grande partie de sa composition, ne croyait plus. Et alors, Mirabeau, encore moins que les autres, non, il est quand même partisan de la nationalisation des biens du clergé, il est partisan de l'abolition des vœux monastiques, il ne veut plus que le catholicisme soit religion d'État, il veut que les prêtres et les évêques soient élus, et d'ailleurs qu'ils soient beaucoup moins nombreux, parce qu'il y en a beaucoup trop en 1790. Oui, bien alors, il propose même la suspension pendant X temps, le moratoire, comme pour les étudiants en médecine, des ordinations sacerdotales. Franchement, il n'est ni catholique, ni mystique. Il n'est pas pratiquant. Certes pas pratiquant. Mais vous avez raison, il est partisan d'une certaine modération. Il me semble qu'il est franc-maçon. Non. Je ne crois pas qu'il ait des formations. J'ai trouvé sa formation. Il a appartenu à un club avec un certain nombre de ses amis, dont on dit que tous les membres du club faisaient partie de la franc-maçonnerie. Mais on n'a pas la preuve, aujourd'hui du moins, on n'a pas la preuve de son entrée en franc-maçonnerie. Alors, il est partisan d'une certaine modération. Je fais un rapprochement avec Jules Ferry de nouveau, parce que Jules Ferry n'était aucunement croyant et pensait que tôt ou tard, les religions s'éroderaient les unes après les autres, mais ne voulait pas qu'on les brusque et ne voulait pas qu'on les bouscule d'un coup de coude et qu'on les fasse tomber brutalement, parce que c'était le meilleur moyen pour les faire se rétablir. Alors sur les vœux monastiques, il dit on ne va pas fermer tous les monastères, il y en a qui peuvent rester.
même 40% d'Irak, 70% des religieuses qui voulaient rester. Il n'y a qu'à donner davantage d'argent à ceux qui partent qu'à ceux qui restent. Et ça permettra peu à peu de vider les monastères, dont on a beaucoup besoin des biens, disait-il. Et quant à la constitution civile du clergé, il prônait, dans la question du serment, qu'il fallait lui prêter, que refusaient un certain nombre d'ecclésiastiques députés à la tribune de l'Assemblée qui ne montaient pas pour prêter serment. Mirabeau recommandait l'échelonnement, l'étalement des choses. Bon, c'était quelqu'un qui disait qu'il ne fallait pas trop échauffer les luttes religieuses, parce qu'il sentait bien combien les religions avaient encore une importance dans la France de l'époque. Et je pense que cette question servira d'ouverture. Je vous remercie beaucoup. On est pile dans les temps. Il nous reste une demi-heure pour échanger avec vous. Si vous avez des questions à poser, il y a un micro qui va circuler parmi vous maintenant. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Lutekert et Jean Lebrun. Alors, on va essayer de prendre des questions 3 par 3, si possible. Peut-être vous m'entendrez sans ce fameux micro. Oui, je voudrais dire d'abord que je suis très heureux que vous ayez organisé ces journées de l'éloquence. Auparavant, l'éloquence s'exprimait bien souvent, pratiquement toujours, dans nos prétoires. Désormais, c'est fini. Plus d'éloquence dans les prétoires, alors que nous avons connu des Raymond Philippi, des Max Juvénal, enfin de grands avocats qui s'exprimaient bien sûr très librement dans les prétoires et qui faisaient de l'éloquence non pas leur fonds de commerce, mais en tout cas la possibilité d'exprimer leur point de vue. Désormais, tout cela est terminé puisque, en fonction des lois, des divers et variés ministres de la justice, l'éloquence est terminée dans les prétoires. Nous avons à déposer nos dossiers et même dans des affaires considérables, il n'y a plus moyen de s'exprimer dans les prétoires, puisque nous déposons les dossiers, que les magistrats nous invitent fermement à le faire et que manifestement l'éloquence a été chassée des prétoires. Cela est tout à fait lamentable puisque bien souvent, je pense, les magistrats s'inspiraient tout de même de ce qui était indiqué et soutenu verbalement, car rien ne remplace l'oralité dans les prétoires. Fut-elle, bien évidemment, très limitée. Je veux dire aussi à propos de Mirabeau qu'il s'est inspiré de tout, qu'il a beaucoup écrit, et notamment sur son rapprochement avec Mendelssohn et l'abbé Grégoire, puisqu'il a produit un document extrêmement intéressant sur les Juifs, non seulement en Provence, mais bien évidemment dans toute la France à cet égard. Je n'insisterai pas, puisque j'avais adressé à M. Kert le travail de Mirabeau sur ce point qu'il n'a jamais reçu, m'a-t-il dit. Enfin, je veux terminer, bien sûr, puisque tout cela m'amènerait trop loin, et je vous le redis, je suis très heureux que vous ayez consacré, bien sûr, ces journées à l'éloquence. J'espère qu'elles s'établiront désormais, qu'il est possible de s'exprimer au moins dans les prétoires. Merci. D'autres questions? Sur l'éloquence, ce qui est touchant quand même, c'est de voir comment il prépare sa vie d'éloquence dans le silence. L'éloquence, elle naît aussi du silence, du Fort de Vincennes. Et dans la
correspondance avec Sophie, on le voit, parler d'éloquence, mais c'est une éloquence qu'il doit retenir, parce qu'il a ni prétoire, ni tribune, et il dit, je ne sais plus bien exactement la phrase, mais tu comprendras, ma Sophie, que pour être éloquent, il faut être passionné. C'est dans l'étude silencieuse et la passion contenue qui nourrit la flamme de cette étude que se prépare le grand torrent. C'est là qu'est la source. Alors, j'ai 3 points qui m'intéressent. D'abord, parce que je trouve que c'est très triste, ces enfants. Donc, un enfant mort et un enfant qui verra jamais. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Deuxième point, c'est ses relations avec la franc-maçonnerie. Et le troisième point, c'est quand il a rencontré Sade. Bon, là, je ne sais rien sur cette rencontre avec Sade. La rencontre avec Sade, oui. Je crois que mardi, demain, est lu un texte par Bruno Raffaelli qui concerne Marquis de Sade. Les sociétaires de français ce soir pour Mirabeau, il y a Bruno Raffaelli, autre sociétaire de français demain. Exactement, 20h30, Salvatore Darius Milhaud. On va peut-être prendre une troisième question et nous répondra en série ou 3. Là, il y en avait déjà 3 dans une. Si vous souhaitez répondre d'ailleurs. Je ne sais pas, moi je me connais un tout qui peut répondre sur ça, mais oui, ils se sont croisés à Vincennes, mais il a tenu des propos désagréables sur le marquis de Sade pendant son enfermement. Alors, je sais quelles étaient les raisons qui le motivaient profondément, parce que le marquis de Sade provoquait un dégoût. Voilà, peut-être une hypothèse. Mirabeau n'aime pas ce qui est devenu l'aristocratie, ce qui le fait revenir à la source de l'aristocratie, qu'il n'aime pas non plus. Je vous parlais de tricherie, de mensonges, et hypothèse. Le dérèglement sexuel qui est très fréquent dans l'aristocratie de l'époque, à tel point qu'au fond, les premiers comportements du marquis de Sade ne paraissaient pas si répréhensibles, lui est peut-être difficilement supportable parce qu'il y voit le signe du mensonge aristocratique. Il juge que l'aristocratie n'a pas à tenir le rôle privilégié qu'elle a en France, auprès du roi et dans les parlements, et que les libertés qu'elle s'arroge, on peut avoir avec la liberté. Et moi je dirais que dans le marquis de Sade, il voit, à la différence de nos contemporains, qui ont tant d'admiration pour lui, un signe supplémentaire de la dégradation de l'aristocratie. Moi, c'est l'hypothèse que je ferais. Mais sans pouvoir vraiment la sourcer. Christian Carte. Alors, sur le marquis de Sade, votre question, c'est est-ce qu'ils ont eu des contacts, etc. On pense qu'ils ont eu des contacts pendant une période d'enfermement. Il a prononcé des jugements sévères sur le marquis de Sade. Bien sûr. Mais en revanche, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'ait pas la teneur des conversations exactes. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu des contacts. Et c'était des contacts dans le monde clos de l'enfermement, donc c'était sûrement un peu particulier. Alors, certains ont avancé, mais bon, parce que j'ai lu quelques biographies où on avance quelques phrases qui ont été échangées, que le directeur de la prison aurait rapporté. Bon, je pense que c'est un peu douteux comme source, quoi. Mais il y a sûrement eu un contact, mais tout dans les écrits de Mirabeau constitue une condamnation de Sade. Ils ne s'y retrouvent pas, ils ne seront pas compères. Voilà. Même le dévergondage de Mirabeau ne le rapprochera pas de Sade. Sur la descendance de Mirabeau, en réalité, il a un fils adoptif qu'il voit à une de ses maîtresses. Il est obligé de reconnaître l'enfant
C'est une autre maîtresse qui élèvera cet enfant, monsieur de Montigny, et ce garçon rachètera le château de Mirabeau, qui a été vendu entre-temps, il le rachètera en mémoire de son père. C'est quelque part une jolie histoire. Et après, la descendance se perd. C'est donc dire l'importance qu'on peut attacher à retrouver les mâles de Mirabeau. Et votre autre question, c'était? C'est l'autre, c'est la fille morte, il est connu. Ah oui. La fille de Sophie. La fille de Sophie, mais là, il ne la connaît pas. Sur la franc-maçonnerie, vous avez la question, c'est qu'on avait abordé le sujet, qu'apparemment il n'y a pas grand-chose. Par rapport à l'esclavage, par rapport à... Oui. Surtout par rapport à l'esclavage, est-ce que ça a un rapport? Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, le fait que la franc-maçon et qu'il soit si sensible à l'esclavage. C'est qu'il s'était prononcé contre la traite. Oui, mais enfin, il n'y a pas besoin de formation pour être hostile à l'esclavage. Ne prêtez pas à la franc-maçonnerie plus de pouvoir. Alors, vraiment sur la franc-maçonnerie, bon, il est vraiment, Mirabeau, il est entouré de quantité de collaborateurs et d'amis francs-maçons. Bon, inutile de vous dire que ma curiosité m'a conduit à demander à un grand responsable de franc-maçonnerie si oui ou non on pourrait un jour se faire une certitude. Bon, ça a l'air compliqué. Alors, est-ce que c'est le secret qui fait que c'est compliqué ou est-ce que c'est réellement compliqué? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas la preuve tangible de l'entrée de Mirabeau en maçonnerie. Mais en revanche, c'est vrai que son entourage est massivement franc-maçon. Et c'est un homme un peu instable pour être dans une loge durablement, parce qu'il faut quand même imaginer que ce monsieur est en fuite ou en prison, et à partir de sa libération de Vincennes, l'Angleterre, Berlin, la Suisse, la Hollande, tous les pays, d'ailleurs, à forte connotation libérale à ce moment-là, ce qui a continué à ancrer l'idée qu'il se recommandait du courant libéral. Ces déplacements ont accru l'idée qu'il était libéral, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Enfin, un libéral qui, quand même, était capable de faire voter un subside exceptionnel, extrêmement lourd pour éviter la banqueroute aux députés. On peut être libéral et réaliste. Si vous souhaitez, on peut peut-être prendre d'autres questions, s'il y en a. Oui, moi j'aurais aimé savoir tout à l'heure, vous parliez d'une éventuelle postérité après 1792, et j'aurais aimé savoir si justement, s'il avait survécu à sa maladie, s'il aurait gardé la tête sur les épaules, référence au tribunal révolutionnaire. C'était la belle interrogation de Max Gallo. Est-ce que Mirabeau serait devenu l'homme essentiel, ou est-ce qu'il aurait de toute façon pas eu le temps en y laissant la tête? Bon, et là, on ne peut pas répondre. On peut penser qu'il aurait été prudent. Quand vous dites, Jean, que c'était une vision modérée, il aurait sûrement été modéré, puisque de toute façon, il condamnait ce qu'à un moment, d'ailleurs, il décrit comme les excès possibles d'une révolution. Il utilise le terme. Mais bon, dans une période telle, je ne sais pas si on peut faire un pronostic avec maximum de chances de l'emporter. Il n'aurait pas été réélu en 92 puisque les députés se sont sabordés. Ils ont décidé du renouvellement du personnel politique autoritaire. Et donc je ne saurais vous conseiller de venir à l'Assemblée nationale voir ce bronze de Mirabeau. Il est en splendeur. Il y a Drobrezé avec son chapeau. Il y a Bailly qui paraît être un président très incertain, puisque quand Drobrezé a dit « Vous avez entendu le roi, il vous a demandé de vous séparer », Bailly se tourne un peu vers ses collègues en disant « Est-ce qu'on peut recevoir un ordre, etc. » Et c'est Mirabeau qui jaillit, alors avec sa célèbre apostrophe qu'on a un peu arrangée, bien sûr, mais du moins l'a-t-il prononcé dans le fond. Donc si vous êtes des passionnés de Mirabeau, vous venez me retrouver. Vous ne verrez pas Mirabeau, mais vous le verrez en pied, il est assez impressionnant. Et de temps en temps, j'arrive à faire sortir son masque mortuaire, qu'un jour j'aimerais bien faire revenir à Aix, parce que les Aixois, dans leur majorité, n'ont jamais vu à quoi ressemblait réellement Mirabeau. Et là, quand on a un masque mortuaire, dont on ne sait pas s'il a été fait immédiatement par Cabanis ou par un second médecin,
Bon, on voit un visage extrêmement grêlé, un visage puissant, mais laid et très très grêlé, puisque vous savez que en dehors du portrait qu'on a fait de sa naissance, il a attrapé une variole très sérieuse à l'âge de 3 ans et qui a été mal soignée, ce qui a donné ce caractère très grêlé au visage. Je vous indique que Marie-Antoinette, dans le seul récit qu'elle fait de leur rencontre, indique que quand il est entré dans la salle où elle l'attendait, elle n'a pas pu éviter un pas de recul d'effroi. Je vais vous demander de faire un autre récit, c'est-à-dire, est-ce que Mirabeau aurait pu, en quelque sorte, sauver la monarchie sous une forme constitutionnelle, etc. Est-ce qu'il aurait pu, avec quelques différences avec... Le rêve éclairé, c'est celui d'une monarchie constitutionnelle, même si lui ne lui donne pas ce nom-là. Je pense qu'il est allé s'inspirer effectivement, notamment en Angleterre. Mais il serait-il parvenu, il fallait non seulement convaincre les parlementaires, mais il fallait quand même convaincre le roi. Et c'est là, me semble-t-il, tout le chantier qui est resté abandonné. Est-ce qu'il aurait eu le temps, avant le temps de la fuite à Varennes, de convaincre? Rien ne nous le dit. La machine à convaincre ne me paraissait plus lancée à partir de l'échec de la rencontre de Saint-Cloud. Bon, on peut tout espérer. Il aurait pu effectivement être le sauveur ou l'instigateur d'une monarchie constitutionnelle. Bon, était-ce souhaitable? Bon, là, c'est la question qu'on peut se poser, mais ça mérite un autre colloque, à mon avis, que celui d'aujourd'hui. On l'a déjà. Et puis l'histoire est déjà assez compliquée, pourquoi voulez-vous? C'est des conjonctures. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public, par hasard? Très bien. Ah, si, monsieur. Je pourrais parler peut-être assez fort, mais je voudrais revenir aux propos tenus par le premier propos de l'assistance, auquel on a déjà peut-être un peu répondu. Si l'éloquence a disparu des prétoires, mon sentiment c'est qu'elle a aussi disparu de l'Assemblée nationale. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les écrits, l'éloquence révolutionnaire. J'ai un exemplaire du Moniteur qui m'enseigne là-dessus. Et en dehors de la passion que vous avez soulignée pour soutenir l'éloquence, il y a sans doute d'autres qualités qui font qu'un orateur puisse s'exprimer pendant 1 heure et demie, comme vous l'avez dit, et arriver à convaincre sans préparation, avec peut-être une inspiration. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'analyse de cette capacité à finalement s'exprimer longuement et avec force? Est-ce qu'il y avait de la formation, par exemple? Est-ce que la lecture ou l'époque faisait qu'on était plus porté à cette éloquence-là? Alors, moi je dirais que l'éloquence a changé de nature. Nous mettrions-nous à nous exprimer à l'Assemblée nationale comme on s'exprimait au temps de Mirabeau, ça serait de l'emphase. Et donc ce ne serait pas acceptable. Je crois que ça a changé de nature. En revanche, c'est vrai que la magie du verbe s'est un peu altérée, hein. J'en conviens. Je me faisais cette réflexion que vous venez de nous faire lorsque j'entendais le bâtonnier Karoubi. C'est vrai que ça a changé de nature. Et c'est vrai qu'on perd un peu l'habitude de la spontanéité dans l'éloquence. Vous noterez, vous avez raison, hein, vous noterez qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat, la plupart des parlementaires qui s'expriment avec des notes. Pour une question de 2 minutes, on veut tellement dire 2 choses en 2 minutes qu'on se les écrit, etc. C'est vrai que ça a changé de nature. Mais c'est vrai aussi que l'époque a complètement changé et qu'on est dans une époque de rapidité, d'immédiateté et que les phrases ne sont plus les mêmes et qu'on va plutôt à l'essentiel. On peut le regretter parce que je crois... Quelqu'un disait, si je veux convaincre, je suis la parole. Et c'est vrai que la parole demeure extrêmement importante. Vous savez, l'éloquence, c'est aussi c'est des moments partagés. Hein. On est venu avec des notes, on a tenu nos notes 3 minutes, et puis après on est sorti des notes. Bon, je crois que l'éloquence, effectivement, la prise de la parole, surtout en monde latin. Parce que moi, j'ai des collègues parlementaires qui sont dans des régions où la parole a moins d'importance qu'en monde latin.
en monde latin, on a besoin de la parole, on a besoin d'éventuellement tenir le partenaire de conversation, il y a quelque chose de peu plus chaleureux. C'est pas vrai dans toutes les régions. Mais c'est vrai, je vous rejoins tout à fait, j'entends bien ce que dit le bâtonnier Karoubi. Il n'y a plus de véritable éloquence. Mais il y a autre chose que l'éloquence. Effectivement, on est devenu beaucoup plus pragmatique. Là encore, on peut le regretter. Mais c'est vrai que sur le plan technique, aujourd'hui, un débat se construit formidablement avec des arguments étayés, des ateliers qui sont des collaborateurs et des collaboratrices. Je crois que plus qu'une fonte de l'éloquence, c'est un peu une transformation. Alors, il reste quelques conservateurs. Moi, j'ai trouvé que le 13 janvier, Manuel Valls, pourtant vous le savez, je siège dans l'opposition, a fait montre d'un véritable talent d'éloquence, un grand orateur. Il y a une grande oratrice que je n'adore pas sur le plan politique, mais je le lui reconnais, c'est Christiane Taubira. Christiane Taubira monte à la tribune de l'Assemblée nationale, elle n'a pas un thème au poste de note, elle peut parler 1 heure sans trébucher sur une phrase. C'est de la pure éloquence. Donc, il en reste. Mais disons que les méthodes d'aujourd'hui, la communication d'aujourd'hui, la transformation de la société de communication d'aujourd'hui a fait passer le verre ou la hauteur du verre au second rang. Et c'est une question vraiment compliquée que vous posez, monsieur, et que nous sentons importante chaque fois que dans mon émission La Marge de l'Histoire, nous faisons des restitutions de débats parlementaires avec des comédiens français. Il y aura une séance ce soir pour Mirabeau devant un grand concours de pop. D'habitude, nous travaillons dans un hémicycle qui a la forme d'un couloir et qui ne contient que 200 personnes de Vieux-Colombier. Et on fait ça depuis 2 ans, tous les 2 mois, à raison de 2 séances parlementaires à chaque représentation. Et on voit vraiment un besoin profond des représenter, d'écouter les représentants d'autrefois et une sorte d'impatience devant leur argumentation qui va venir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais dès le premier soir, dans cette enceinte réservée, dont je ne savais pas du tout comment les auditeurs qui y venaient allaient se comporter, selon qu'ils étaient disposés à droite ou à gauche, par le hasard de leur installation, on voyait les auditeurs se comportaient comme les députés de gauche, comme les députés de droite, et ceux qui étaient à gauche avaient l'impatience d'entendre l'argumentation du genre de droite pour y adhérer en partie, la contester et vice-versa. Il y a une attente de qualité de la part des représentants. Et les représentés voudraient bien que leurs représentants soient dignes de cette attente. Je crois que c'est ça qui est le sentiment profond. Et du coup, ça se formule d'une façon peut-être trop simple. Au moins, autrefois, ils étaient éloquents. Au moins, autrefois, ils savaient parler. Chaque fois que nous avons tenté de donner des débats contemporains, de la 4e ou de la 5e République. Parce que dès la 4e République, on voit les reproches que vous faites être justifiés. Ça n'a pas donné grand-chose, ni à l'antenne, ni déjà dans l'enceinte du Vieux-Colombier, sauf évidemment la fameuse séance autour de l'avortement avec le discours de Simone Veil. Mais un débat comme celui sur la réforme régionale en 1981, qui est très important, le fondateur, il n'est pas excitant à écouter. Alors vous donnez des explications, Christian Kert, il faut être plus bref, maintenant il faut étayer par la compétence, et la compétence est plus importante que l'éloquence. Il y a peut-être aussi une autre explication, c'est que le milieu sociologique des députés, et aussi bien des sénateurs, dispose d'une autre formation que celle des représentants depuis la Révolution française jusqu'à la fin de la Troisième République. Les députés d'avant
Foyer, ministre de la Justice de Gaulle, qui savait encore parler latin, ou Hippolyte Ducos, des doyens de l'Assemblée nationale dans les années 60, qui savaient encore parler latin. Ces députés-là, ils étaient formés à la rhétorique. Ils étaient formés, pour certains d'entre eux, à la vie du barreau, qui évoquait le bâtonnier. Ils pouvaient faire des citations latines aussi facilement que Christian Taubira, des citations d'Aimé Césaire. Et ils se retrouvaient entre eux et ils avaient des armes communes qui pouvaient manier. Mais alors, dès qu'il y en avait un qui parlait seulement avec son cœur, son expérience, ça ne suffisait pas, ça ne passait pas. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le fonctionnement des assemblées d'autrefois pendant la constituante de la Deuxième République. En 1849, ça s'appelle Chaudron, c'était 900 députés dans un hémicycle provisoire de la Cour de Palais-Bourbon. Et il y avait eu un élargissement social, il y avait des ouvriers, il y avait des artisans, il y avait des employés, et il y avait Proudhon. Proudhon, c'est quand même pas n'importe qui. Sa pensée a eu une postérité. Il était incapable de se faire entendre à la Chambre parce qu'il n'avait pas le langage de l'éloquence, il n'avait pas la formation de la rhétorique, il ne savait pas le latin, il ne connaissait pas les formules magiques, et l'énorme majorité de la Chambre conspuait, ironisait, rigolait, applaudissait à contre-temps. Alors, cette chambre de l'éloquence dont on a le regret, je comprends qu'on en ait le regret, elle fonctionnait aussi sur des codes sociaux qui étaient ceux du lycée d'autrefois, réservés jusqu'aux dernières années à 5% de la population. Et ceux des députés qui n'appartenaient pas aux classes bourgeoises ou aristocratiques qui avaient fréquenté le lycée, il fallait qu'ils se taisent. Et il n'y avait que 50 députés qui parlaient. Encore maintenant, 50 députés qui disposaient de l'éloquence. Maintenant, il y a 50 députés qui disposent de la compétence. Et ceux qui ne connaissaient pas les codes de la rhétorique, ceux qui ne connaissaient pas les codes de la rhétorique, ils étaient condamnés à applaudir, interrompre. Il y avait ce personnage extraordinaire, qui s'appelait Trivier, qui était le maire de Clamecy, qui était aubergiste. Et il avait mis une blouse d'ouvrier au-dessus de son costume pour dire qu'il n'était pas aubergiste, mais qu'il était ouvrier. Ben, il était incapable de parler. Alors, il hurlait ou alors il jouait l'international sur son pupitre avec son parfum, avec un crayon. L'éloquence, c'est aussi pour quelques-uns. Mais en même temps, les Français expriment des regrets devant cette disparition. Ça a été un des ressorts à ses débuts du succès de Le Pen, le maniement de la langue et la maîtrise de l'éloquence. Bon, messieurs, dames, excusez-moi, il reste assez peu de temps, donc du coup on va passer aux dernières questions de la conférence. Peut-être 1, 2, 3 selon le temps de réponse. Si vous... Non, on n'aura pas le temps pour 3 questions, mais on a nous une dernière question sur voilà, le discours préféré. Justement, par rapport à l'éloquence, je vais demander à chacun quel est votre discours préféré de Mirabeau. J'aime bien sa prudence au moment du serment du jeu de paume. C'est là où il sent venir une révolution qui va échapper. Et à un moment, et là c'est vraiment spontané, il dit nous venons de prendre le chemin qui conduit les rois à la mort. Et on est au moment du serment du jeu de paume. Donc c'est peut-être pas la formule que je trouve suffisante en soi, c'est l'esprit de ce discours qui est extraordinaire de ce que ça peut être visionnaire. Ça sera complété le 23 juin, c'est-à-dire quelques jours après, mais il y a quelque chose d'extrêmement fort. Il aurait pu abonder, ça allait, le serment du jeu de paume, ça passait, c'est-à-dire il aurait pu abonder. Il a laissé passer, mais il a eu ce trait-là.
Et puis, bon, il y a une ou deux très très belles formules, parce qu'il faut se méfier quand les formules ont été préparées, bon, c'est peut-être pas forcément la sienne, c'est celle de l'atelier, c'est celle de Cavanis. Il y en a un que je déteste, en revanche, c'est celui sur l'éducation des femmes dont on a parlé. Je vous lis 3 lignes de l'éducation des femmes, vous allez être... C'est là où on se dit, heureusement, qu'on relisait ce que les collaborateurs vous passaient, parce que si Mirabeau avait prononcé ça, je pense que vous le détesteriez. Il dit, c'est dans un discours sur l'éducation en général. Alors je l'ai relu parce que comme on est en plein débat sur l'histoire au collège et sur le latin et le grec, je me disais, est-ce qu'il avait profilé quelque chose? Bon, alors, il y a un des discours, c'est l'éducation des femmes. La constitution des femmes les bornes timides travaux du ménage, au goût sédentaire que ces travaux exigent, et ne leur permet de trouver un véritable bonheur et de répandre autour d'elles tout celui dont elles peuvent devenir les dispensatrices, que dans les paisibles emplois d'une vie retirée. Je conclus que l'éducation des jeunes filles doit être ordonnée de manière à faire des femmes telles que je viens de les peindre, non telles que les imaginent des philosophes égarés par un intérêt qui fait souvent perdre l'équilibre à la raison la plus sûre. La vie intérieure est la véritable destination des femmes. Il est donc convenable de les élever dans les habitudes qui doivent faire leur bonheur et leur gloire, et peut-être serait-il à désirer qu'elles ne sortissent jamais de sous la garde de leur mère. Je vous laisse imaginer si Mirabeau avait laissé un discours de cette nature à la postérité, on en parlerait avec moins d'éloquence à l'Assemblée nationale en 2015. Et moi, ce que j'ai découvert récemment, c'était les réponses de Mirabeau, président de l'Assemblée, dans une quinzaine de jours seulement, début 1791, faisait aux délégations. C'était extraordinaire, pendant la Révolution, il venait sans arrêt des délégations. Un vieux monsieur de 95 ans, le fait même d'avoir 95 ans, ça lui permettait d'être porté en triomphe au pied de la tribune et de constituer à lui seul une délégation. Début 91, il reçoit comme ça une délégation des docteurs agrégés de la faculté de droit qui ne sont pas contents parce que il n'y a que les professeurs de la faculté de droit qui soient admis à la barre d'habitude devant l'Assemblée nationale. Selon le droit d'enseigner, les professeurs de la faculté de droit avec l'exclusion des docteurs agrégés. C'est une querelle bien française qui existe déjà en 1791. Il y a une délégation des 15-20, les aveugles qui arrivent. Et Mirabeau dit, ça c'est une jolie formule, monsieur le député, ceux qui représentent une nation représentent surtout les malheurs qu'elle a dans son sein. Et donc, il donne la parole longuement aux aveugles. Eh bien, une députation de Quakers qui viennent de Pennsylvanie et qui sont comme auréolés de la gloire de Benjamin Franklin, qui est ici célèbre en France avant la Révolution française. Ah, si jamais je rencontre un Quaker, dit Mirabeau, au groupe de Quakers en costume, vous savez, comme sur les paquets de maïs américains, là, au pied de la tribune, si je rencontre un Quaker, je lui dis toujours, mon frère, si tu as le droit d'être libre, tu as le droit d'empêcher qu'on te fasse esclave. Puisque tu aimes ton semblable, ne le laisse pas égorger par la tyrannie, ce serait le tuer toi-même. Tu veux la paix? Eh bien, c'est la faiblesse qui appelle la guerre. Une résistance générale serait la paix universelle. L'Assemblée nous invite donc, dit-il aux Quakers, à assister à la séance. Et alors, je vais vous interroger là-dessus, Christian Kerr, parce que c'est une question que je me pose depuis un moment. Le discours de Mirabeau aux Quakers ainsi que l'adresse des Quakers sont imprimés. L'Assemblée décide l'impression du discours. Oui, ça existe encore. Le dernier, à ma connaissance, c'est Philippe Seguin sur l'Europe numérique. Oui, l'impression. Non. Tous les débats sont imprimés au journal officiel. Oui, mais l'impression, c'est l'impression, c'est toutes les mairies de France. Alors, c'est à la demande du bureau de l'Assemblée nationale qu'on estime que tel discours peut être imprimé et adressé aux institutions civiles. Mais ça conserve un caractère exceptionnel. Et ça a existé depuis le discours sur l'Europe de Philippe Seguin? À votre connaissance? Non, à ma connaissance, non. Oui, à ma connaissance, c'est quand même le signe c'est un signe de plus de dénonce aussi. Du souci d'éloquence. Eh bien, je vous remercie beaucoup. On est pile dans les temps.
Merci, Alors, c'est monsieur très important. le député Kert. Merci Jean Lebrun. Merci à tous. Que le festival continue. Alors d'abord, le festival, c'est des conférences tous les jours de 10h30 à 12h30. Mais dès aujourd'hui à 15h, ce sera un spectacle de rue Place d'Albertas où le tiers-état se constituera en Assemblée nationale et on verra avec des acteurs de rue. Et ce soir, n'oubliez pas la soirée inaugurale sur le cours Mirabeau à 20h30. Elle sera orchestrée par Jean Lebrun et ce sera donc ce spectacle d'ouverture avec des chants de la chorale Exoise Opus 13, des chants de la Révolution, et ensuite une représentation de la Comédie Française qui s'est placée spécialement de Paris pour l'ouverture du festival. 4 comédiens de la Comédie Française et les comédiens d'Aix qui ne seront pas sans mérite. Puis les grands débats de la République. Victor Rivelet. Et vous êtes en dédicace. Et vous pouvez retrouver aussi dans l'entrée dédicace de livres de Jean Lebrun et les billets pour la soirée de demain. Bon appétit merci. Et à demain. Au revoir. Elle était top, hein. Elle était très bien.